En direct du plateau TV du 23e Salon de l'immobilier Marseille-Provence, j'ai le plaisir de recevoir deux anciens présidents de l'AFNAIM. À ma droite, Jean-Luc Chauvin, qui est maintenant président de la CCI et Marseille-Provence. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Bernard Helm, qui est ancien président de l'AFNAIM, mais qui est toujours en activité dans l'immobilier à travers sa société, mais aussi le cercle de l'immobilier, Crois-je savoir. Bonjour. Bonjour messieurs. Avec vous, on va essayer de faire un rapide tour d'horizon sur l'IMO Marseille-Provence. Monsieur Chauvin, peut-être sous l'angle économique, sachant que quelque part l'économique tire aussi l'immobilier par le haut. L'immobilier et l'économie, c'est intimement lié. D'abord, quand on a besoin de développer des entreprises, on a besoin de collaborateurs et il faut pouvoir les loger. Première question essentielle. Et puis l'immobilier, c'est aussi l'immobilier de bureau, même si ce n'est pas le thème ici, l'immobilier de logistique, l'immobilier d'entrepôt et de commerce. Donc en gros, l'immobilier, il est partout dans le développement économique. Voilà. Donc ça pose à peu près le débat. Après, sur le marché, je laisserai plutôt Bernard Helm, mon ami, s'exprimer sur le sujet. Mais globalement, on est aujourd'hui dans une situation où économiquement, cette métropole est en train de se développer, d'accélérer, d'attirer des entreprises. Et donc on a des besoins nouveaux. On a aussi des besoins de remise à niveau du parc, parce qu'on a un parc qui peut être parfois vieillissant et qui ne correspond pas forcément aux besoins de nos candidats, quels qu'ils soient. Dernier sujet, vu du poste du président de la Chambre de commerce, l'immobilier, c'est aussi un enjeu à travers les documents d'urbanisme et les lieux où on va créer la ville de demain. Et Dieu sait si, en France, sur ce territoire, mais en France, on a pris un retard considérable. On est encadré par des textes de loi qui souvent nous empêchent de pouvoir évoluer face aux attentes des clients. Et on voit bien que l'innovation est assez compliquée à mettre en place parce qu'on est contraint dans des lois. Je prends un exemple simple. La plupart des étudiants aujourd'hui ne veulent plus être logés dans des petites surfaces. Ils ne veulent plus être logés dans des petits studios. Or, le parc marseillais ou aixois est un parc principalement de petites surfaces. Ils ne veulent plus être logés dans des petites surfaces, mais ils n'ont pas les moyens de payer des grandes surfaces. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la colocation. Et nous, on a un problème fondamental dans notre pays, c'est que la colocation n'est pas encadrée. Elle ne fonctionne pas. Alors on va voir avec la mise en place des nouveaux textes de loi annoncés par le gouvernement Philippe, mais on a un sujet. Dans d'autres pays qui sont nos voisins ou plus lointains, nos enfants, quand ils vont faire des études, ils se regroupent, ils signent un bail pour 1 an, on leur demande un minimum de pièces, et au bout d'1 an, ils restent, ils changent, ils re-signent un bail. Nous, ici, on est dans une situation où c'est super compliqué, où on nous a inventé de la solidarité entre les différents preneurs, et à l'arrivée, ça bloque le marché, ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin, face au côté entrepreneurial des gens qui font ce métier, des promoteurs, des professionnels de l'immobilier, de nous laisser un peu de liberté pour qu'on puisse faire ce métier conformément aux attentes des clients. Un marché fonctionne toujours à partir des attentes du client et des besoins du client. Tant qu'on ne comprendra pas ça dans ce pays, tant qu'on voudra protéger, surprotéger, reprotéger, on aura un marché qui sera en retard par rapport aux autres marchés des grands pays mondiaux. Un président de la CCI qui a encore un regard très affûté sur les aspects urbanistiques et immobiliers. Une question encore sur un des sujets centraux de votre mandat et de ceux qui vous accompagnent, c'est la mobilité. Parce qu'on parlait effectivement de construire des logements pour attirer de nouveaux Marseillais et Marseillaises, mais il faut aussi qu'ils puissent bouger, évoluer, et on sait que dans ce domaine-là, on a aussi du retard. Alors oui, juste une remarque sur votre dernière remarque. Obligatoirement, la Chambre de commerce est parfaitement informée de ce qui se passe parce qu'on est, en tant que personnalité publique associée de l'État, amené à donner des avis sur tous les PLU. Bon, on n'est pas là pour critiquer, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il doit y avoir bientôt un PLUI. C'est barbare, mais pour les professionnels immobiliers, on connaît bien. C'est un plan local d'urbanisme intercommunal qui doit naître rapidement avec la métropole. Donc qu'est-ce que font toutes les communes actuellement? Elles font toutes des révisions de leur PLU pour mettre à l'intérieur des petites choses. Et donc on passe le clair de nos séances, toutes les séances, on passe 2-3 PLU ou 2-3 PLU en revue pour donner des avis. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence remet des avis négatifs, ce qui est nouveau, quand on veut à l'intérieur d'une zone d'activité créer du logement. Pas qu'on ne veuille pas du logement, on sait qu'on en a besoin. Mais à quoi ça sert d'aller mettre au milieu d'une zone d'activité des logements alors qu'on sait très bien que demain, ça va poser des problèmes d'usage parce que les gens qui auront acheté ou qui se logeront là n'auront pas envie d'être dérangés à 5h, à 6h ou à 9h le soir par des camions. Donc tout ça, c'est du bon sens. Mais il faut rappeler ce bon sens. Je prends un exemple.
depuis notre mandature, il y a maintenant 10 mois, ça fait 4 avis négatifs qu'on remet, dont un sur Aiguille, où au milieu de la zone d'activité d'Aiguille, le maire veut faire du logement, et en plus du logement social, ce qui quelque part, est une forme en plus stupide d'état de fait, parce qu'on sait aujourd'hui que la bonne mesure, c'est quand il y a une mixité. Voilà, on l'a prouvé depuis longtemps. Donc oui, vision affûtée. Sur la mobilité, c'est pareil. Le PLU, c'est aussi la mobilité. Si on a des collaborateurs qui viennent travailler chez nous, mais qui mettent 1 heure pour se déplacer et à qui ça coûte 300 ou 400 euros par mois, ça ne marche pas. On ne les garde pas dans nos entreprises parce que leur fatigue, le coût est trop important. Et donc, il faut qu'on soit capable de produire du logement là où les gens, dans des proximités, là où les gens ont envie de vivre, mais étant raisonnablement à distance de leurs moyens de transport. Donc, il y a effectivement une cohérence très importante entre le développement économique, le logement et les transports. Et sur ce territoire, on a particulièrement besoin de développer des transports en commun à l'échelle métropolitaine, parce que jusqu'à présent, n'ayant pas de métropole, on a raisonné souvent à l'intérieur des barrières qui étaient beaucoup trop petites. C'est votre ambition ? C'est notre ambition, oui, légitime. C'est une des raisons pour lesquelles on a poussé la métropole, parce que par exemple aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on mette plus de temps pour faire Marignane-Marseille ou Marseille-Marignane que ce qu'on met en avion pour faire Marignane-Paris. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on mette plus de temps pour faire bientôt Marignane-Aix-en-Provence avec la gare de l'Arbois. Bientôt, le RDNF sera terminé. Heureusement, je l'ai pris cette semaine. J'espère que ça va être une grande fluidité. Mais c'est inadmissible. On a un temps conséquent. C'est pareil pour d'autres points du territoire. Quand vous venez d'Istres et que vous devez aller à l'aéroport, vous devez faire tout le tour avec des schémas compliqués. Et encore, sur une partie, il y a l'autoroute. Voilà. Donc oui, il y a des priorités. Et puis, on est au XXIe siècle. Le tout voiture, c'est fini. Il faut du transport en commun et il faut des solutions qui nous permettent de fonctionner. Merci. Merci, Monsieur Chauvin. Alors, Bernard Helm, on va essayer de focuser un petit peu sur l'immobilier, encore que tout ça soit lié. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, finalement, pour faire un premier point, là je parle de façon globale métropole, mais particulièrement de Marseille, c'est que le déplacement de centralité, Euromed 1, Euromed 2, est un pari réussi, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est passé de l'autre côté. Ça y est, on a agrandi le terrain de jeu. C'est encore plus compliqué que ça, parce que on a quelque chose dont personne parle, et moi, je suis né à Marseille, vu mon âge, c'est moi qui en parle le mieux, enfin j'espère. Le centre-ville, et c'est un petit problème, et on en a parlé il y a 3 ans dans l'immobilier, est un peu maltraité. Et du coup, beaucoup de Marseillais nantis, la gentry comme on dit, étaient partis dans le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, qui il y a à peine 50 ans étaient encore au des marais ou des terres agricoles. Parce qu'en fait, on a une particularité quand même dans le sud, c'est que les gens n'aiment pas trop les petites fenêtres, les immeubles sans balcon et tout, alors qu'à Paris ou à Lyon, ça ne les gêne pas du tout. Donc on a déjà eu cette population qui est partie. Et qui maintenant... Revient ? Une autre, non. Non, c'est une autre. Je pense pas, non. C'est une nouvelle. Il y a encore un... Et il y a tout cet autre côté de Marseille, effectivement, c'est une réussite. On voit, bon, il y a des constructions modernes et tout, parce qu'en fait, on est la seule ville où le neuf ressemble pas du tout à l'ancien, et où les gens veulent tous maintenant une terrasse, un parking en sous-sol. Voilà. Donc on a ce problème, à mon avis, et je vois que maintenant, même toute la chambre de commerce, tout le monde a sauté sur cette idée. Le centre-ville, il ne faut pas le laisser mourir. Alors, mais sinon, effectivement, il s'est passé des choses qui fonctionnent bien. Alors, il y a des programmes quelques-uns qui se construisent au centre-ville de Marseille, pas forcément dans l'hypercentre, mais je pense à Longchamp, je pense à... Bon, il y a quelques endroits, effectivement, tout à fait, parce que comme le disait Jean-Luc, c'est très compliqué de construire avec toutes les normes administratives, même dans une dent creuse, etc. Il y a aussi ça. On se demande, beaucoup de gens commencent à le dire, l'obligation quand on fait un permis de construire d'avoir 3 étages en sous-sol, ou etc. Il vaudrait mieux faire des parkings publics et laisser construire dans tous ces endroits-là. Justement, sur ce qui a été annoncé par le gouvernement Philippe, qui n'est pas tout à fait encore clair et abouti. Oui, là on ne peut pas encore parler trop des mesures. Plutôt dans le bon sens pour essayer de faciliter, notamment en termes de recours, mais aussi peut-être sur les aspects normatifs. Tout à fait, tout à fait. Et il faut penser un peu aussi, pas uniquement au neuf, tant pis pour mes amis promoteurs, mais à rénover un petit peu, parce que comme l'a évoqué Jean-Luc, il y a des cellules à Marseille, des petits studios, des tout petits immeubles, qui à l'époque étaient des maisons qui appartenaient à une seule personne, et qui ont été rachetés. Ça a fait des tas de studios, et le studio est maintenant, Jean-Luc l'a très bien dit, quelque chose qui s'est complètement démodé. Alors justement, pour s'écarter un petit peu des programmes immobiliers neufs,
reparlons de l'ancien à rénover. On sait qu'à Marseille, et peut-être que M. Chauvin a quelque chose à nous rajouter sur ce sujet-là, vous pouvez matcher tous les deux. On sait qu'à Marseille, il y a un parc énorme d'immeubles à rénover avec des propriétaires qui souvent n'ont pas les moyens de le faire. Tout à fait. Alors, on sait aussi que l'État peut intervenir, que les municipalités peuvent intervenir, sachant qu'à l'arrivée, c'est quand même le propriétaire qui va payer la note. Où est la solution là ? Je vais repasser un message très drôle, si Jean-Luc me permet. Il y a une loi Pinel pour le neuf qui marche très bien, on le sait tous. Ils ont fait une loi qui s'appelle Pinel ancien. Essayez de le faire, vous verrez, c'est irréalisable complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une loi trop compliquée. En gros, il faut un label Promotélec, il faut payer 3 000 € pour savoir si l'appartement est éventuellement transformable en Pinel ancien. Vous payez 3 000 €, mais si ça se trouve, on vous dit c'est pas possible. Quand c'est en copropriété, il faut quasiment faire tous les appartements de la copropriété. Enfin, vous avez compris, c'est irréalisable, c'est dommage. Qu'on n'y arrivera pas, que les quartiers de Marseille qui sont presque en déshérence, avec des immeubles très défraîchis, même voire abîmés, ça va rester comme ça ? Non, je pense que ça ne restera pas comme ça. C'est pas possible que ça reste en l'état. En revanche, la solution, elle peut être aussi différente. Les pouvoirs publics ont à leur disposition un certain nombre d'outils. La préemption, l'obligation, la contrainte d'obligation de ravalement d'entretien. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Effectivement, quand on parle du centre-ville, qui est un des sujets de notre mandature qui nous tient à cœur, puisque le centre-ville, c'est le lien social. C'est là où on fonctionne. Et puis franchement, on n'arrivera pas à voir mener des touristes dans un centre-ville avec tous les rideaux fermés, les balcons défraîchis et tout de cassé. Donc, si on est sur ce thème-là, clairement, la puissance publique, la collectivité, doit contraindre à faire des ravalements de façade, doit contraindre à faire de l'entretien, doit avoir des services d'hygiène et sécurité qui font des contraintes pour pouvoir y arriver. Le deuxième sujet, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'on soit ambitieux. Et le principe de la ZAC, ça marche bien. Vous évoquiez Euromède. Qu'est-ce qui s'est passé Euromède ? Dans un quartier qui était une friche, globalement, mais pas que, on voit bien aujourd'hui qu'avec Salingro et autres, on remonte sur ce quartier, avec une ZAC, en mettant des contraintes, en prenant un opérateur foncier, et on voit bien qu'Euroméditerranée fonctionne bien avec ce principe-là, on a racheté du foncier pour pouvoir le transformer de foncier désuet, inutile, en foncier moderne. Et du coup, pourquoi ça marche bien sur Euromède ? Parce qu'on a des logements dernier cri, parce qu'on a des bureaux dernier cri qui correspondent aux besoins des clients. Cette leçon-là, il faut qu'on soit capable de la tirer et de l'utiliser dans d'autres zones de la ville. C'est-à-dire qu'il faut une politique. C'est toujours pareil. Les villes qui fonctionnent bien sont des villes où il y a une politique ambitieuse, volontariste, qui ose en matière de renouvellement urbain et de développement. Et le vrai sujet, pour une ville comme Marseille, qui est une ville qui est très 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 basse en taille et qui est absolument étendue, pas dense du tout, c'est de se densifier, de se réinventer la ville sur la ville. Notre centre-ville doit faire l'objet de mesures fortes de préemption de commerce vide, parfois loué à des prix, je suis désolé de le dire, ou parfois mis en location par des propriétaires à des prix qui ne correspondent absolument pas au marché et pour lesquels on ne trouve pas de clients, de mesures d'attention précises sur le droit de l'urbanisme, les ravalements de façade, l'entretien des immeubles, et d'accompagnement de mesures sur les éléments d'urbanisme que sont les voiries, les parkings, donc le stationnement et les transports en commun. Je crois qu'il faut une vraie volonté et que tout le monde aille ensemble dans ce sujet. Ça semble être le cas avec un certain nombre de projets et je sais que la ville travaille d'arrache-pied actuellement sur un plan qui s'appelle Ambition Centre-Ville. On a déjà un certain nombre de rénovations, donc on devrait pouvoir y arriver rapidement. Souhaitons-le en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau TV. Juste oui, un mot, une phrase que j'ai trouvé super. On était à une réunion hier avec Alex Fructus sur tout ça. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a dit mais il faudrait quand même intégrer des jeunes de 20 à 25 ans. Ils ont un mode de vie complètement différent. Ils ont moins de permis, etc. Et on ne pense jamais que c'est eux qui peuvent effectivement à les faire participer à ce genre de réunion. Voilà, je voulais le dire avant de partir, ça m'a paru très sensé. La jeunesse au pouvoir à Noailles, Courlioto... C'est un mode de vie générationnel. Voilà. Et il faut qu'on les intègre dans nos réflexions pour aménager le développement. C'est eux qui vont vivre la vie. Eux ont envie de vivre dans l'hypercentre. Tout à fait. Merci à tous les deux. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission. À tout à l'heure.